Stade 3. Stade 3, le meilleur du sport, spécial années 90. L'équipe de France est championne du monde. Présenté par Piquet Trambert. Je vous souhaite une belle soirée et vive le sport. Sur Radio Covid du Faille. Un peu de silence, s'il vous plaît, merci. Bonsoir à tous, du rugby, du foot, du tennis, du biathlon, tout ça et plus encore dans ce nouveau numéro de Stade 3. Au menu du tennis, du rugby, de la moto. Du biathlon, du foot, du tennis, du rugby. De la moto, du rugby, du tennis. Du foot, du tennis. du rugby, du tennis, tennis, du foot, de la moto. du biathlon. Calmez-vous, s'il vous plaît. Oubliez vos querelles personnelles. Est-ce que vous pourriez avoir la gentillesse de vous calmer, ok ? Ok, merci. Merci, voilà. Oh merci Gérard, merci pour votre intervention. Nous étions à deux doigts de nous laisser dépasser par un jingle. Comme vous le savez, les conditions particulières actuelles rendent très difficile l'enregistrement des émissions de radio, et particulièrement les émissions en direct comme la nôtre. Fort heureusement, nos équipes de techniciens ont réalisé des prouesses pour nous permettre aujourd'hui une émission en direct et sans faille. Nous accueillons ce soir dans Stade 3, vous l'avez entendu, notre ami Gérard Holtz, que l'on ne présente plus. On peut pas être partout, puis c'est vrai que de toute façon, merci. Et j'ai l'honneur, bien évidemment, de faire face à mon compère Trambert. Bonsoir mon cher Pic, bonsoir Gérard, ravi de vous retrouver sur ce plateau de Stade 3. Un grand merci à tous nos auditeurs et à tous ceux qui ont contribué à cette excellente émission. Oui, c'est vrai, vous avez raison. Merci à tous nos témoins, merci à tous nos techniciens. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet de cette émission, Trambert, une question nous a été posée maintes et maintes fois par nos auditeurs. Répondez-y, je vous en prie, ce soir. Avez-vous un quelconque lien de parenté avec le chef Trambert qui intervient sur cette même radio le lundi soir dans l'émission Un Covid presque parfait? Je vous arrête tout de suite, ce n'est pas le propos aujourd'hui, c'est une question dont on ne traitera pas sur ce plateau. Je suis présent aujourd'hui grâce aux heures passées sur mon canapé, aux paquets de chips dégustés, à toutes ces bières vidées, bref, pour le sport quoi. Et vous mon cher Pic, vous semblez également avoir un curriculum très impressionnant. Alors, comme vous le savez, mon rapport au sport est d'abord et avant tout universitaire. J'ai eu une licence canapé d'angle, option méridienne, en Canal+ et beIN Sport. Mais je me suis un petit peu détourné de mes premiers amours car j'ai malheureusement repris une licence, une vraie licence de sport il y a de ça 2 ans pour jouer au tennis de table dans le club cher à notre DJ professeur Raoul à Montgermont chez les Frelons du TTM. Je vous rassure, tout cela n'est qu'un prétexte pour fréquenter le bar des sports de la municipalité le vendredi soir. Et j'ai bien heureusement profité du confinement pour reprendre mes bonnes habitudes, le sport à la télé. Même si vous savez que l'offre n'est pas grandissante en ce moment, j'ai pu observer depuis 1 mois maintenant des séances de sport que je regarde depuis mon canapé. Vous parlez sûrement des Tabata, c'est ça ? Oui, voilà, c'est ça, les Tabata. Alors, je suis un féru admirateur de ces sportifs qui, chaque midi et chaque soir, se donnent à en mourir grâce à la préparation d'un grand coach sportif bien renommé que nous appelons bien évidemment Rocoach. Merci pour cette présentation. Et vous Gérard, toutes ces années à commenter le sport, on ne vous présente plus. Quelque chose à ajouter ? Moi, ce qui m'a toujours plu dans le sport sont les histoires. Ouais. Philippe Gildas m'a appris le premier jour, pratiquement, quand je suis rentré à la télé, il m'a dit « Gérard, tous tes reportages commenceront par « Il était une fois ». Le plus important, c'est pas le palmarès, ce sont les histoires, c'est les coulisses, c'est l'état d'esprit, c'est la psychologie. Trêve de banalité, Gérard. Et petit point explicatif sur notre traditionnel pour et contre, jeu auquel vous serez amené à participer tout au long de cette émission. Êtes-vous pour ou contre cette idée, Gérard ? Contre. Sacré Gérard. Écoutez, de toute façon, l'essentiel n'est pas là dans cette émission. Vous le savez, Stade 3, c'est une émission d'histoire, c'est une émission d'art, c'est une émission de sueur. Le sport érigé au rang d'art par des témoins qui nous rapportent leurs récits des événements les plus marquants de leur vie en termes de sport.
C'est une spéciale année 90. Nous allons, si vous le voulez bien, mon cher Trambert, commencer par un témoignage qui vient tout droit de vos souvenirs. Voulez-vous bien nous conter l'événement qui vous aura le plus marqué en 1993 ? Ah, merci mon cher Pic. Si je devais retenir un événement de cette décennie 90, pour moi, c'est bien évidemment le sacre. Mais- de- Oh, Qu'est-ce que tu fais là ? honneur de Dieu! Oui, mais Non mais là, pourquoi mais tu dis- ça va pas Mais- du tout, hein. Non mais ça va pas être possible comme ça. Le deal, c'était année 1990. Oui, bah c'est bien ça. Qu'est-ce qu'on va aller commencer par Bah, 1993 on commence par Bertrand. Julien, tu m'as dit de faire un truc sur la Coupe d'Edgar Davis, là, c'est ça? Mais non, la Coupe Davis. Ah oui, non, la Coupe Davis, ouais, de 91. Ouais, pardon, bah, Oui, dans bah. tous les cas, il y a aucune cohérence. Moi, Pourquoi vous tu m'avez dit, déboules fais ça de 91, pas 92. Alors, j'ai fait 91. Pas 1997 non plus, j'ai fait 1991. Ok, bon, bref, bon, ok. Donc, personne n'a fait 1990, non? 1991, en toute logique, c'est à moi de commencer. Le meilleur pour le début. Ah, ça tourne. Bah oui, ça tourne. Chatte, la chatte qu'il a, la chatte. Tennisman, c'est un playboy, un gentleman. Tennisman. Kikou les loulous. Alors aujourd'hui, on va s'attarder sur l'année 1991 dans le sport. Pic et Trambert sont venus me voir en me disant « Claire, faut absolument que tu nous racontes un souvenir qui t'a le plus marqué durant les années 90. » Alors sans hésiter, j'ai choisi la finale de la Coupe Davis 1991. On attendait cette victoire depuis 1932. La France a donc battu les États-Unis au terme d'une finale qui nous a réservé de grands moments. Alors, petit point historique pour les amateurs de jeux de raquettes, cette compétition créée en 1900 par un certain Dwight Davis est la plus prestigieuse des compétitions internationales annuelles de tennis masculin par équipe. Pour ceux qui se posent la question, oui, il y a un équivalent féminin qui existe et ça s'appelle la Fed Cup. Bon, par contre, elle est arrivée bien plus tard. En gros, à 1900, vous ajoutez l'âge de départ à la retraite dans le secteur privé plus 1 et ça vous donne sa date de création. Vous avez 3 heures. Bon, revenons à 91. L'année de consécration pour l'équipe de France de tennis, quand même. À l'époque, j'avais 15 ans. Bon, je rêvais que d'une seule chose, c'était de devenir ramasseuse de balles. Ou ballos, comme on dit. Mais bon, j'ai un peu été recalée sur quelques malentendus, 3 fois rien, mais en gros, ça concernait les critères d'habilité, de condition physique, connaissance du sport, comportement, motivation. Enfin, bref, passons. La motricité globale, c'est l'ensemble des gestes moteurs qui vont assurer l'aisance globale du corps. Du coup, je connais un peu Yannick, et puis j'ai eu l'occasion de bosser sur ses concerts plus tard. Tu sais, Saga Africa, attention à la mousse. Tu connais ? Ouais, carrément. Bon, enfin, tout ça pour dire que pour la deuxième fois en 9 ans, la France joue une finale. Après Grenoble, c'est à Lyon sur du dur indoor que les Bleus accueillent les États-Unis. Et qui d'autre que notre Yannick Noah en capitaine pour guider l'équipe vers son premier saladier depuis 1932, quand même. Et puis entre nous, faut pas oublier que cette victoire, c'est d'abord celle de la foi de Yannick, nommé capitaine FA90. Il était encore qu'un simple joueur à ce moment-là, puis il a clairement fait savoir qu'il accepterait cette mission qu'à une seule condition, que les joueurs le demandent. Franchement, mais moi je trouve ça trop beau. Bravo d'avoir gagné, je suis très fier de faire partie de cette équipe. On rêvait depuis longtemps de jouer la Coupe Davis, et puis aujourd'hui, on l'a gagné, et je suis fier. Et je me souviendrai toute ma vie de la lettre que Maxime Lecomte, le fils d'Henri, a écrit jeudi, où il a dit « Papa, je t'aime, tu gagnes la coupe pour moi et tu me la ramènes à la maison. » Et puis, vous savez ce qu'il y a de plus fou dans cette histoire ? C'est lorsque la France, elle obtient sa qualif pour la finale. Et à côté, Henri Lecomte, lui, sort d'une blessure au dos, il navigue aux alentours de la 150e place mondiale, il n'a plus rien d'un joueur de tennis. Yannick Noah et Aguelauer, je sais plus comment on dit son nom. En gros, ce mec, c'est le responsable de l'élite du tennis français, mais c'est surtout l'entraîneur historique de Yannick. En gros, c'est grâce à lui que Yannick, il a carrément gagné Roland Garros, quoi.
Et ben en gros, ces deux-là, ils ont réussi à le convaincre que les Bleus ne gagneront pas sans lui. Et franchement, ça c'est balèze. Bon ça y est, en gros on arrive le jour de la compétition. Face à eux, les Amerlocs, tenants du titre, débarquent à Lyon en terrain presque conquis. Les mecs ils sont sereins. Alors évidemment, la star de l'équipe US à l'époque, c'est André Agassi, tout le monde le connaît évidemment. Absent en début de tournoi, c'est lui qui envoie les Américains en finale tranquille en remportant la rencontre décisive face à l'Allemagne de Michael Stich. À Lyon, le Kid de Las Vegas, comme on l'appelle, quand même, sacré surnom, donne d'emblée l'avantage aux Américains en dominant Guy Forget en 4-7 lors du premier simple. Le bulldozer Agassi est en route. Et en même temps, il lance un petit jeune qui débarque dans l'équipe américaine qui a à peine 20 ans, et ce n'est personne d'autre que le fameux Pete Sampras. Et c'est Pete Sampras qui pénètre dans ce palais des sports de Lyon face à Henri Lecomte. Première sélection pour le jeune américain. Il vient de gagner le Masters. Il a été battu en finale à Bercy. Mais au cours des 3 derniers mois, c'est incontestablement l'un des meilleurs joueurs du circuit. Du coup, le premier jour, André Agassi bat Guy Forget 6-7, 6-2, 6-1, puis 6-2. Je sais le match. Après 2h51 minutes de jeu dans ce premier simple, il est 17h09. André Agassi donne le premier point aux États-Unis. Bravo, André Agassi. Ce premier set a demandé beaucoup d'efforts à Guy et si j'avais gagné la première manche 6-1 par exemple, je n'aurais certainement pas serré le jeu comme je l'ai fait. Alors je vous vois venir, vous allez me dire ok super, ça commence bien. Le dernier jour, Forget donnera le point final aux Français face à un Sampras complètement emporté par l'événement, comme il l'avait été en finale de Paris-Bercy 2 semaines auparavant d'ailleurs. Le mec il ne change pas, il n'apprend pas de ses erreurs, bref. La petite balle aura frappé très fort cet après-midi dans le cœur du public qui a toujours soutenu ses joueurs. Forget s'empare du drapeau français, sans aucun doute, l'image du jour. Et André Agassi, lui qui devait disputer le dernier match face à Lecomte, il n'aura même pas la chance de pouvoir sauver les couleurs de son pays une deuxième fois de suite car le match ne sera même pas joué. Ils en rêvaient tous depuis leur premier coup de raquette. Maintenant cette coupe, ils l'étreignent. Chacun d'eux veut la toucher. Cette fois c'est sûr, ça n'est plus un rêve. Du coup, dans une salle en feu, les Bleus, on décroche notre 7e saladier d'argent, 59 ans après les Mousquetaires. Et ouais. C'est du bruit, c'est des cris, c'est des pleurs, parce que je crois que tout le monde pleurait dans notre équipe. Tout le monde a eu le sentiment, je pense à ce moment-là, de vivre un grand moment de l'histoire du sport français. Et c'est marrant parce que tu vois maintenant, les gars, là, je les connais bien, l'équipe, et Guy, il avait prévenu qu'il ne serait pas aussi ridicule que Yannick après une victoire, tu vois. C'est la scène où en gros Yannick tombe par terre, complètement submergé par l'émotion. En fait, moi déjà, perso, je n'aurais même pas parié, quoi. Parce que déjà, devant les JO, je pleure sous l'émotion, donc j'imagine même pas à leur place. Et en fait, le mec, lui, il a carrément jeté sa raquette, il a pris sa tête entre les mains, et il s'est effondré par terre. Franchement, il n'y a pas à dire, quand les nerfs, ça lâche, ça lâche. Curieusement, j'étais en train de savourer ce moment allongé par terre, et je savais que c'est lui qui allait venir me chercher. Cette victoire, c'est la mienne, mais autant que la sienne. Bon bref, en gros, moralité de l'histoire, il a été aussi ridicule que Yannick. Mais heureusement, il a quand même battu Sampras 7-6, 3-6, 6-3, 6-4. Et bam! Une vraie rockstar. J'avais l'impression d'être devant un concert avec des gens qui criaient « Guy, on ne te forgettera pas !» Magique, ses supporters, un bilingue de surcroît, super. C'était un Everest finalement pour le sport français, d'avoir réussi comme ça à terrasser les Américains qui dominaient le tennis à cette époque-là. Et en gros, ce jour-là, 1er décembre 1991, la France bat les États-Unis 3-1. Curieusement, c'est un de mes regrets d'ailleurs, c'est que dans cette espèce d'euphorie, de folie ambiante, j'ai oublié de serrer la main de Pete Sampras. Ils sont tous venus autour de moi, Sampras a attendu devant le filet.
Et c'est marrant, tu vois, parce que raconter tout ça, ça me ravive des souvenirs. Et tu sais qu'il y a une époque, j'ai fait du patinage artistique, je sais plus si je t'avais raconté. La performance de la jeune Française qui a 21 ans seulement obtient une encourageante 8e place au terme du programme court dans cette journée d'ouverture des championnats d'Europe de Bratislava. Jolie pirouette finale ici, pleine de grâce, pleine d'allant. Bon bref, faudrait que je vous raconte un de ces quatre. Et là, le type là, ouais, petit blanc, Paris, Yaoundé, connexion, mais venez, allons, ambiance, sous-pouce, ambiance, Makossa, ou l'ambiance du Bikouti, ambiance, Asiko, mouvement, partout, et mouvement, droite, mouvement à gauche, roulement de Pécos, direction à l'hôpital, docteur, c'est mauvais, attention, Saga Africa, ambiance de la blues, Saga Africa, attention les secousses, Saga Africa, ambiance de la blues, Saga Africa, attention les secousses. Que d'émotions durant cette finale de la Coupe Davis 1991. Gérard, peut-être avez-vous un commentaire à nous faire sur l'événement en question ou sur la qualité de l'intervention de notre témoin ? C'est sûr, j'aime les femmes, ça c'est sûr, je l'ai toujours dit. Mais dans le boulot, dis-moi ton secret. Dis-moi, t'étais superstitieux. Dis-moi, t'étais vraiment homosexuel. Dis-moi, tu faisais quoi avant la compétition ? Merci Gérard. C'est un petit peu... Bref, Trambert, si vous le voulez bien, nous allons reprendre sur cet événement, excusez-moi, je suis un peu troublé, de 1993, c'est bien ça ? Je me tourne vers vous. Oui, pas de problème. Merci de me redonner la parole. Oula mince, non, mon cher Trambert, vous avez entendu le petit bruit qui nous annonce un événement un peu particulier. Je pense qu'il y a un coup franc dangereux au stade Paul Mondrel à Coutances, où nous allons retrouver notre correspondant sur place. Vous nous entendez ? Chers auditeurs de Stade 3, bonjour. Je m'appelle Jean Bernard, Jean B pour faire plus court. J'ai 65 ans et je suis en bonne santé. C'est un petit clin d'œil au Covid-19. Je suis fan de sport depuis mes premiers pas. De nombreux sujets de la décennie 90 m'auraient bien intéressé à raconter, tant en football, catastrophe de Furiani en 92, victoire de Marseille en Ligue des Champions contre Milan AC, avec en parallèle l'affaire VAOM, et de l'incroyable élimination de l'équipe de France par la Bulgarie en 1993, pour la Coupe du Monde 94, de la victoire du PSG en Coupe des Coupes contre le Rapide de Vienne, de la victoire en Coupe du Monde, qu'en cyclisme, triplé de Jalabert sur Paris-Nice en 94, 95, 96, ainsi que la Vuelta 95, victoire de Madio 91, de Duclos-Lassalle 92, 93 et de Guédon 97 sur Paris-Roubaix, des victoires de Leblanc 94 et Brochard 97 en championnat du monde, qu'en rugby, Grand Chelem au tournoi des 6 nations 98 et 99, suivi de la fantastique victoire contre les Blacks à la Coupe du Monde 99. Oh, ça va. Je passe aussi sous silence l'épopée des JO d'été à Barcelone en 92, Atlanta 96 et d'hiver à Albertville 92, Lillehammer 94, Nagano 98, en précisant quand même que pour la première fois, les JO d'été et d'hiver n'allaient plus se dérouler la même année. Je ne vais pas donner une liste exhaustive des événements qu'il m'aurait plu de vous conter. J'en ai choisi un qui pourrait surprendre car elle se termine par une défaite en 1991. C'est l'incroyable déception de la finale de la Coupe des clubs champions européens contre l'Étoile Rouge de Belgrade au tir au but 5-3. La Ligue des Champions verra le jour fin 92. C'est donc un événement que les moins de 20 ans ne peuvent pas connaître et qui m'a terriblement déçu. À l'époque, le club phare en France s'appelle Marseille, l'OM pour les connaisseurs. L'OM a une équipe très solide avec une attaque de feu,
Qui de cette époque ne se souvient pas de Basile Boli ou de JPP, Jean-Pierre Papin? Avant cette finale, tout est réuni pour voir les Marseillais soulever la coupe aux grandes oreilles. Ils sont archi favoris. Enfin, nous allons avoir un club français vainqueur de cette épreuve pour la première fois. Après 2 premiers tours relativement faciles contre Tirana et Poznan, Marseille, en quart de finale, s'attaque au vainqueur des 2 dernières éditions, le Milan AC. Au match retour, au stade Vélodrome, à Marseille, après un match nul à Milan, l'OM prend l'avantage par Chris Waddle, le magicien marseillais. Les 2 équipes s'étaient concentrées dans une petite surface autour de la ligne médiane. Et maintenant, nous sommes dans le camp de Milan, donc avec Abedi Pelé. Centre de Pelé vers Papin qui dévie habilement vers Chris Waddle qui reprend. Et but fantastique de Chris Waddle sur cette reprise de volée après une déviation de la tête de Papin et un centre d'Abedi Pelé. C'est un chef-d'œuvre, c'est un bijou. C'est un but extraordinaire. À la 88e minute, alors que Waddle rate l'immanquable, la lumière s'éteint au Vélodrome. La lumière s'y met. Waddle alors qu'il y a Waddle avec Papin qui est à droite. Waddle encore, Waddle qui continue tout seul. Il va y aller, il va marquer. Oh là là, penalty. Pas penalty contre Waddle qui a fait un slalom extraordinaire et qui a échoué encore devant le but de Rossi, comme avait échoué tout à l'heure. Et c'est terminé. Non, c'est la panne de courant, Michel. Ouais. C'est pas fini, c'est la panne de lumière à quelques secondes de la fin du match, alors que le match n'est pas terminé. Les Milanais décident de sortir du terrain et de ne pas y revenir. Ils perdront le match sur tapis vert, 3-0. En demi, l'OM se défait facilement du Spartak de Moscou et accède pour la première fois à la finale de la Coupe d'Europe des clubs champions face à l'Étoile Rouge de Belgrade. Le match a lieu à Bari. L'OM est au sommet de son art. Tous les supporters sont sûrs de la victoire de Marseille, qui propose un jeu offensif et très agréable à regarder. Mais Belgrade cadenasse le match et l'OM ne trouve pas la solution. Peut-être Goethals aurait-il dû faire rentrer plus vite Stojkovic, passé de Belgrade à Marseille à l'intersaison. Finalement, les Marseillais sont battus au tir au but 5-3. Quelle énorme déception! Il suffit de regarder Basile Boli effondrer et ses larmes à la fin du match. Pour la petite histoire, lors de l'année 90-91, c'est Franz Beckenbauer qui assurait l'entraînement de l'OM. En janvier, Bernard Tapie, oui, le Bernard Tapie qui avait œuvré dans le vélo aux côtés de Bernard Hinault dans les années 80, avec une chute à l'arrière, recrute le Belge Raymond Goethals pour gagner la Coupe d'Europe des clubs champions. Pour mémoire, voici la compo de l'OM en finale. Dans les buts, Paul Meta. En défense, Dimeco, Casoni, Carlos Moser, Boli, Amoros. Au milieu, Germain, Fournier, Chris Waddle. Et en attaque, Abedi Pelé et Papin. A bientôt sur Stade 3 pour de nouvelles aventures. Numéro 14. Très beau témoignage de notre ami Jean B. Encore une fois, nous avons donc été interrompus, mon cher Trambert. Je vous suggère, puisque la régie ne veut faire aucun effort derrière nous, que nous traitions les éléments par ordre chronologique, si vous le voulez bien. Aucun problème, mon cher Pic. Ça me semble tout à fait pertinent de traiter cette décennie de manière chronologique. Et que nous allions faire un petit tour du côté de Béthune pour recevoir un témoignage de Lily qui va nous parler du printemps 1993. Lily ? Allô, tonton Pic ? Oui, mais on est en direct là. Est-ce que tu peux lire le texte ? Je dois lire le texte que t'as envoyé sur le téléphone de papa ? Mais non, mais tu dis pas que tu lis le texte. Tu le lis, c'est juste. Le truc de sport là, oui. Tu le lis, c'est tout. Ok, ben je dis que je lis pas le texte alors. Oui, vas-y. Ah ouais, donc salut la compagnie, moi c'est Lily, avec 2 i, mais j'aime bien l'écrire avec un i et un y. Aujourd'hui, je vais vous parler de l'année 1993 et de la Coupe d'Europe, je m'en souviens bien. Vous voyez de quoi je veux parler ? Ben oui, tout le monde s'en souvient quand même. Le premier club français qui gagne une grande Coupe d'Europe. Vous connaissez le nom du capitaine ? Richard Dacoury.
Eh ben non, c'est pas Didier Deschamps, parce que la première équipe française qui a gagné la Ligue des Champions, c'est le CSP Limoges au basket. Vous pensez toujours au foot. Mais le 15 avril 1993, c'était basket. Donc Richard Dacoury, c'est lui qui parle là. La joie n'en est que plus intense, mais Dieu que ça a été dur. Mais Dieu que c'est bon. Il n'est pas encore content parce qu'il n'a pas encore gagné, mais ça va venir. Sinon, avec lui, il y avait Frédéric Fortet, Jimmy Verov et Michael Young. Non, ça n'a rien à voir avec l'autre. Ah, au fait, j'ai oublié le principal. Limoges a battu le Benetton Trévise de justesse, 59-55. C'est la Coupe d'Europe, hein. On n'est pas en NBA ici. On se croirait à la mi-temps. Allez, envoyez des extraits pour raconter. J'aime bien causer, mais j'ai pas que ça à faire. Et l'on va retrouver en direct de Limoges le club de basket qui a réussi un véritable exploit historique hier, devenir le premier club champion d'Europe dans un sport collectif, en l'occurrence le basket. Revenons sur le film d'hier soir, le film du match d'hier où l'on a eu de belles frayeurs. Il y avait une véritable dramaturgie. Premier temps, le doute. Deuxième temps, le sursaut. Troisième temps, la victoire. Réécoutons Patrick Montel. Allez, tranquille, forcez. C'est pas possible, mais qu'est-ce qui se passe? Eh bien, il se passe qu'on est très tendu du côté de Limoges, qu'on a une réussite absolument affolante pour une finale de championnat d'Europe de club. Et que pour le moment, Benetton Trévise s'en va vers une victoire assurée, 17-8 après 11 minutes de jeu en première période. Frédéric Fortet, Michael, qui fasse le tir, oui, Limoges qui passe en tête, 44-43, c'est du délire ici. C'est la première fois depuis le début du match. Il reste encore 7 minutes et 50 secondes de jeu. C'est fini, Frédéric Fortet aura le ballon du match. Il va marquer, c'est fini. C'est fini. Limoges remporte la Coupe d'Europe des clubs champions, 59-55. Ce sont ces images-là qui vont rester avec tout le staff de Limoges. Une personne bien attentive, merci. Mais vous conviendrez qu'en 93, d'autres choses nous ont marqué que le basket. En effet, il y avait le football, comme l'a dit notre intervenante, et particulièrement ce match fabuleux, qui aura marqué toute une génération, et dont va nous parler Virgile, en direct de Paris 13e. Et regardez, Wea, il va sans doute laisser le ballon à Simba pour l'engagement. Il a eu des gestes, Wea, pour Amara Simba depuis 17 heures, depuis que les deux hommes savent qu'ils vont jouer ensemble. Il a eu des gestes et des pensées assez extraordinaires pour soutenir Amara. Voilà, il a effectivement laissé le premier ballon à Amara Simba. Et c'est parti avec le plus grand match de l'histoire du PSG, le plus incroyable, celui qui a fait du Parc des Princes l'enceinte mythique qu'elle est aujourd'hui. Jamais, je crois, le parc n'a fait autant de bruit, dira Charles Bietri au bord des larmes. PSG Steaua Bucarest 97, pas mal, mais pas suffisant. PSG Barça 94, non plus, mais vous y êtes presque. Pas de Zlatan dans cette histoire, ce Souwea, pour qui le simple concept d'histoire est proprement inconcevable. Rai, même pas. Suzic, Daleb, arrêtez, vous allez trop loin. Non, rien de tout ça dans cette histoire. Je vous parle d'une autre époque. J'avais 6 ans, autant dire que mes souvenirs sont flous. Mais, miracle de la technologie, les magnétoscopes avaient fait leur apparition dans les foyers de la classe moyenne du 13e arrondissement de Paris. Tout a commencé avec une cassette vidéo, une VHS comme on disait à l'époque. Euro-PSG 92-93. Un chef-d'œuvre du genre. Mélange de poèmes onériques sur ralenti en noir et blanc, enflammade de Charles Bietri,
commentateur sous-estimé, violon lancinant et classique de la chanson française. De Louis Chédid, et ils attendent, à Maxime Le Forestier, être né quelque part, en passant par William Scheller. Je me gênerai pas pour dire que je t'aime encore. Des frissons. Une œuvre d'art cette cassette vidéo, je vous le dis. Petite mise en contexte. Fraîchement repris par Canal+, et dirigé par Michel Denisot, le PSG s'est qualifié pour la C3, la coupe de l'UEFA comme on disait à l'époque. L'objectif européen était atteint. Arthur Jorge, le technicien portugais vainqueur de la C1 avec Porto, était assis sur le bord de l'entraîneur, avec ce flegme caractéristique des grands techniciens. Un anti-Mourinho en somme. Un parcours sans faute avait mené ce PSG de Salonique à Anderlecht, en passant par le Napoli de Gianfranco Zola, Marazzola comme on l'appelait alors dans les travées de San Paolo, pour une victoire de prestige 2-0. Se dressa alors sur la route de ce petit club inexpérimenté, en quart de finale, un géant d'Europe. Le géant d'Europe. Les Merengues, le Real de Madrid tout simplement. Arthur Jorge dira: quand on joue contre une équipe comme celle-là, donc c'est toujours très difficile parce que c'est pas seulement l'équipe, c'est les noms, c'est l'histoire, c'est le stade. C'est la force qu'une équipe comme celle-là dégage. Les pendules rustiques, les coucous romantiques, marquent les heures qui défilent, le passant cruel. Le match aller est ouvert mais dur et âpre. La Quinta del Butre fait mal au PSG. Butragueño, Michel, Sanchis. On notera la présence du jeune Luis Enrique et de Fernando Hierro. Rapidement mené 2-0, grâce à Butragueño et Zamorano, le PSG se révolte. Réduit l'écart sur corner grâce à Ginola, avant de se voir refuser un pénalty évident. Sur Ginola encore. Et pénalty normalement, mais l'arbitre ne siffle rien pour cette faute de Sanchis. Oh, c'est les règles. Oh, il fait signe le ballon, bien sûr que non, Sanchis fait faute, mais c'est les règles non écrites du football à Bernabéu, pas de pénalty. Expression à ressortir tous les ans, sans modération. Un pénalty en fin de match scelle le sort de ce match. 3-1. Arthur Jorge avait vu juste. Jeudi 18 mars 1993. Porte d'Auteuil. Le mythe peut commencer. Le PSG domine outrageusement ce début de match. Ricardo touche la barre transversale sur un coup franc de Valdo. Et puis ce corner, obtenu de haute lutte par Amara Simba. Valdo pour le coup de coin, comme on dit en Belgique. Un amour de centre brossé, caressé. Et au premier poteau, George Weah, Mr. George, futur ballon d'or, qui devance la sortie du gardien madrilène pour placer un de ces coups de boule dont il avait le secret. Jamais, je crois, le parc n'a fait autant de bruit. 1-0 à la mi-temps. La moitié du chemin était faite. À la reprise, le rouleau compresseur parisien se remet en marche, dans la furia du parc, et l'ambiance de ces soirées européennes dont on sent qu'elles vont rester dans l'histoire. Le match s'équilibre. Les Madrilènes inquiètent Bernard Lama. Daniel Bravo touche à nouveau la barre d'une tête opportuniste. Et vint le coup de génie. Il reste 10 minutes à jouer à la montre de Monsieur Poul. 10 minutes encore. Le Guen. Ricardo. Cherche la tête de Bravo. Trouvait celle de Ramis. Valdo. Weah. En retrait, c'est bien joué. Extraordinaire. Sur la remise de Daniel Bravo. C'est David Ginola qui permet au Paris Saint-Germain de mener 2-0. Valdo dans l'axe à 25 mètres. Trouve Weah dos au but à l'entrée de la surface. Qui se lève la balle et lobe à l'aveugle pour Bravo. Qui remise de la tête en retrait pour Ginola. Dans la demi-volée surpuissante vient se loger sous la barre. Le parc explose. 2-0. Paris est qualifié à cet instant. Il reste 4 minutes. Et Bernard Lama sauve encore Paris de sa détente proverbiale. Colter et Rocha se chauffent. Il y a de l'électricité dans l'air. Contre-attaque parisienne. Weah, Ginola et encore Valdo. Candido Filio Valdo. Fin de frappe qui met Rocha dans le vent. Et petite frappe sèche dans le petit filet pour crucifier les merengues. « 3-0, la messe est dite, à moins que... » On joue les arrêts de jeu, et Monsieur Poul ne semble pas être pressé de siffler la fin du match. 48e minute, la bricole qui fait mal. Coup franc côté gauche pour le Real, et ce diable de Zamorano qui, du bout du pied, vient nous offrir une demi-heure de spectacle supplémentaire.
3-1, égalité parfaite. Monsieur Poul n'est pas de cet avis. Le maître du temps surprend et continue de laisser jouer, comme s'il avait déjà compris que cette soirée ne ressemblerait à aucune autre. Ultime coup franc côté droit. Valdo. Et entendre Campoire qui surgit de nulle part, devant son Wea, pour placer une tête décroisée qui envoie le Real aux enfers, et le Parc au 7e ciel. Wea est devant le but. Campoire aussi, il est monté de tête. C'est extraordinaire. C'est Campoire qui vient mettre la tête. Campoire, le sauveur du Parc Astrid à Anderlecht, qui vient donner la qualification. Antoine, notre Nantais, qui est venu comme il l'avait raconté avant le début du match. Il m'a dit, j'aurais envie d'aller en chercher une. Antoine, notre Nantais. Aucun club français n'avait jamais sorti le Real Madrid. Et dire que certains ont cru, tel ce grand Suédois prétentieux, que l'histoire du PSG avait commencé avec eux. Oh là là, je dois vous avouer, mon cher Trambert, que j'en ai des frissons sur tout le corps. Je dois le dire, je suis un fervent supporter du Paris Saint-Germain. J'ai été bercé par cette équipe 93-98 du PSG, avec Rai évidemment, mais bien d'autres joueurs fabuleux. C'était la même chose de votre côté, j'imagine ? Ouais, enfin moi, en 93, j'étais pas très foot, à vrai dire. Oui, c'est vrai qu'une bonne partie de notre... Attendez, j'ai l'impression de perdre le contrôle sur la régie. Mais Trambert, c'est vous qui faites ça ? Bah oui, c'est moi. Je vais pas attendre la semaine prochaine pour parler ping-pong non plus. Attendez, mais vous arrivez à contrôler la console avec un claquement de doigts ? La question, c'est pas qui contrôle la console, c'est qui est le plus grand champion de tous les temps. De cette magnifique décennie sportive, si je ne dois retenir qu'un souvenir, ce serait l'incroyable exploit de Jean-Philippe Gatien lorsqu'il a remporté le titre de champion du monde individuel de tennis de table. C'était à Göteborg en 1993 et je m'en souviens comme si c'était hier. J'avais à l'époque 3 ans. Gatien, c'est le modèle du joueur des années 1990. Une vitesse de bras hallucinante en coup droit, un service dévastateur et un jeu de jambes lui permettant de couvrir l'intégralité de la table pour prendre un maximum de ballons coup. Comme toute grande victoire, ce titre trouve ses racines dans un échec. Pour Jean-Philippe Gatien, c'est celui des JO de Barcelone, en 92, dont il reviendra tout de même auréolé d'une belle médaille d'argent. Afin de partager avec vous cet incroyable exploit, j'ai choisi de revenir sur les matchs ayant jalonné le parcours de Jean-Philippe Gatien lors des Jeux Olympiques et lors des Championnats du Monde 93 de Göteborg. Jean-Philippe se permettra d'intervenir à certains moments pour commenter lui-même des points d'exception. 1992, Jeux Olympiques de Barcelone, 8e de finale. Jean-Philippe Gatien affronte le Coréen Yoonam. C'est un match symbolique. En effet, Gatien est à l'époque numéro 1 mondial. Le Coréen, quant à lui, est tout simplement champion olympique sortant. Le Coréen est un stéréotype du joueur asiatique, avec une prise porte-plume et un gros coup droit. Gatien doit imposer son jeu, car chacun des deux protagonistes souhaite prendre l'ascendant en coup. Gatien fait la course en tête et mène rapidement de 7 à 1. Une illustration parfaite d'un de mes coups favoris, où j'essaye de masquer le plus longtemps possible le placement de la balle. Cependant, le Coréen remporte le 4e set assez facilement. Le Coréen va faire la course en tête tout au long de ce 4e set, et malgré ma hargne et ma détermination, je ne parviendrai pas à le rejoindre. C'est donc à la belle que la partie va se décider. Gatien décide alors de prendre tous les risques, également sur son côté revers, ce qui n'était pas son fort. Un match où j'essaye de prendre aussi pas mal de risques du côté revers. Il dira plus tard que cela a été une des clés du match. En venant chercher des angles incroyables et en profitant de la petite taille du Coréen, Gatien finit par trouver la faille. Il parvient à s'imposer 21-19 à la belle, après avoir été mené 18-17. L'objectif tactique aussi pour moi dans ce match est de profiter de la petite taille du Coréen de manière à jouer plus les angles et à l'écarter, notamment dans son côté coup droit.
Et j'adore ce point, j'adore surtout sa conception et sa construction. Mais j'adore surtout ce point aussi parce qu'il me permet de poursuivre mon aventure olympique. La balle de match est un modèle du jeu. Le Coréen sert court coupé, Gatien remet court pour fermer le jeu. Le Coréen surpris rallonge sur le revers de Gatien qui renvoie un top plein de maîtrise dans la diagonale revers de son adversaire, avant de conclure d'un pivot magistral en ligne. Ouf de soulagement, Gatien est qualifié. Nous sommes maintenant en quart de finale. Gatien est opposé à l'Autrichien Dinghy, un Chinois naturalisé. Ce joueur se base sur la vitesse et prend la balle très tôt. Il cherche à contrer la puissance de Gatien. Ce match ira également à la belle, où le match bascule sur un point miraculeux en défense balle haute. Point remporté par Gatien. À la belle, Gatien prend vite le large. Ce 5e set se déroule à merveille. Je suis un petit peu dans un rêve. Totalement l'inverse du 3e et du 4e set, où tout semble me réussir. Je suis sur un nuage. Il s'impose 21-5. Il est d'ores et déjà médaillé olympique. Balle de match synonyme de médaille olympique, c'est-à-dire d'objectif suprême pour moi avant de venir sur ce tournoi. Je sais qu'il ne peut plus rien m'arriver. Mais pourtant, dans la tête, j'ai l'envie que ça se termine. Joie, soulagement, émotion, ça y est, j'ai ma médaille olympique, quel que soit le résultat de ma demi-finale contre le Chinois Ma Wenge. Demi-finale contre le Chinois Ma Wenge. Chinois au jeu complet et offensif. Gatien doit s'efforcer de rester près de la table s'il veut l'emporter. Trop défendre reviendrait à perdre cette partie. Premier set perdu après avoir mené 19-16. Petite déception. Le Français s'efforce de ne pas subir le jeu du Chinois et retrouve peu à peu son niveau de jeu, il égalise un set partout. Les deux joueurs se rendent coup pour coup et la partie va se jouer une fois de plus à la belle. L'objectif à ce moment-là pour moi est clair, faire la course en tête, mettre la pression sur les épaules du Chinois. Sous les yeux du roi Juan Carlos, Gatien obtient sa première balle de match. Et ne jamais donner l'impression d'avoir une faiblesse et continuer à pilonner en coup droit. Il ne tremble pas et s'impose. Le voilà en finale. Ce sera contre le Suédois Jan-Ove Wallner. Cette finale restera comme un traumatisme pour Jean-Philippe Gatien. Il ne parvient pas à imposer son jeu face à celui qui sera plus tard surnommé le Mozart du tennis de table ou encore l'Evergreen Tree en rapport à sa longévité. Dans ce match, le Suédois se détache rapidement 2-7-0. Le Suédois produit un tennis de table de rêve. Le combat s'équilibre un peu au troisième, mais le Suédois est trop fort. Sur un point, Gatien se retrouve carrément à 5 mètres de la balle. Malgré de bons enchaînements, Wallner est toujours là. Donc je continue à prendre beaucoup de risques, mais malheureusement je m'expose à des contres. Gatien sauve plusieurs balles de match, mais cela ne suffit pas. Wallner est champion olympique, Gatien numéro 1 mondial à l'époque est tombé. Il l'a conclu et devient le deuxième champion olympique de l'histoire du tennis de table. Jan-Ove m'était vraiment supérieur sur cette finale. À l'issue de cette finale perdue, Gatien déclarera au sujet de Wallner, pour lequel il a le plus grand respect, « Je n'ai pas le souvenir d'un gars mettant autant d'effets et variant autant les placements et ses camouflages. C'était horrible. » Par la même occasion, Wallner devient officiellement la bête noire de Gatien, qui n'est pas le seul. À l'issue de cette défaite, Gatien plonge dans le doute. Il est un peu critiqué par les médias pour ne pas être parvenu à asseoir son statut de numéro 1 mondial sur cette compétition olympique. Mais le Français n'est pas du genre à baisser les bras. Il ravale sa fierté et repart de plus belle à l'entraînement. Un an plus tard, il se présente à Göteborg, en Suède, avec un statut de numéro 2 mondial et de réelles ambitions. Après un parcours difficile, le Français parvient à se hisser en demi-finale face au Croate Zoran Primorac. Pour en arriver là, Gatien a dû batailler ferme, parfois en retournant des matchs bien mal engagés. Sur cette demi face à Primorac, Gatien est en pleine confiance mais totalement épuisé. Une fois de plus, le combat se réglera au 5. Je viens de recoller à 2-7 partout, donc à l'approche du 5e set, l'objectif est clair. Prendre un bon départ, faire la course en tête. Sur ce début de belle, le Français semble imposer son jeu, et il fait la course en tête. Il prend tous les risques et se montre extrêmement conquérant. Gatien se détache. Ce point reflète tout à fait l'état d'esprit dans lequel je suis dans ce 5e set. Dès qu'une balle vient sur mon revers, je prends des risques et je prends le coup droit. Il finit par conclure le match. Il est en finale des championnats du monde, un jour de repos avant peut-être la consécration suprême. Ce sera une finale face au Belge Jean-Michel Sèvres, qui a eu la bonne idée de sortir Wallner en demi-finale. Gatien et Sèvres sont amis et se connaissent depuis des années. Ils s'affrontaient déjà lorsqu'ils étaient cadets. Sèvres est un sportif extrêmement respecté en Belgique. Il le sera encore plus dans les années futures après une carrière et une longévité exceptionnelles. Le premier set de cette finale est extrêmement tendu. Chacun souhaite faire la course en tête, mais aucun ne parvient à se détacher réellement. Gatien s'appuie essentiellement sur son pivot et sa vitesse pour imposer son jeu. Il tente de surprendre le Belge au service avec des services longs, rapides. Une tactique surprenante mais qui semble payer.
En face, Sèvres est un véritable guerrier et ne lâche rien. Il est sur tous les points et s'arrache sur toutes les balles. Sur ce match, Gatien adopte une fois de plus une stratégie extrêmement risquée. Toujours cette prise de risque qui est très présente en moi, qui a été tout au long de ce tournoi, avec cette volonté de refuser systématiquement de jouer en revers, de manière à prendre mon coup fort qui est le coup droit. La clé du succès en tennis de table est de produire le coup juste au bon moment. Il conclut le premier set à l'arraché 21-19 sur un top revers et prend un avantage psychologique réel. Mais le Belge est un vrai combattant et revient à un set partout. Au deuxième set, Jean-Michel ne baisse pas les bras. Il mène 20-17 à présent et a 3 balles de set dans la raquette. Il va conclure dès la première, après un superbe échange. Les compteurs sont remis à 0. Dans ce troisième set, Gatien se détache en s'appuyant sur de nombreux pivots gagnants. L'art de trouver les trajectoires en tennis de table est un élément fondamental. Il mène 17-12. Gatien tient bon. Il fait la course en tête. Le début du quatrième set est une rare intensité. Sèvres est dans une forme étincelante. Il remporte assez facilement ce quatrième set 21-17. Une fois de plus, comme un véritable symbole, le titre se jouera à la belle. Le titre de champion du monde se jouera donc sur le dernier set. Lors de cette belle, le débat est équilibré. Gatien surprend encore son adversaire en s'appuyant sur ses services longs rapides. Le Français est un mort de faim. Il saisit chacune des occasions sans trembler. Et le Belge ne tremble pas lui non plus. 14-14. Le point qui fait chavirer le match. Gatien se retrouve à 5 mètres de la table en défense ballotte. Il est acculé, mais Sèvres se trouve sur un smash. Peut-être le tournant du match. Une faute vraiment inhabituelle chez Jean-Michel Sèvres. Et je commence à comprendre et à réaliser que Jean-Michel est peut-être plus tendu que moi. Plus tard, Sèvres expliquera qu'il a été ébloui par l'éclairage de la salle, et c'est pour cette raison qu'il a raté son smash. Gatien est bien présent sur les points importants. Il se détache petit à petit, mais le Belge revient à 17-7. Je crois que mon parcours à ces championnats du monde a été dû surtout en grande partie grâce à cette faculté d'être lucide sur les points importants. 18-16, puis 19-16, puis 20-16. Gatien a tout simplement 4 balles de match sur son service. 4 balles de champion du monde. Première occasion gâchée. Mais le Belge en sauve une première, puis une seconde. Et il revient dans la course, 20-18. Une fois de plus, Gatien choisit de servir long sur le revers du Belge. Choix gagnant, il est champion du monde. Ça y est, je l'ai enfin. Il est bon, il est grand ce moment. Tous les sacrifices sont enfin récompensés à jamais. Merci Christian, merci Bruno, l'entraîneur et le kiné avec qui j'ai eu des relations exceptionnelles durant tous ces championnats du monde. Mon rêve de gosse se réalise. Je suis le plus heureux des hommes. C'est le seul et unique titre de champion du monde pour un pongiste français. Un grand moment du sport, assurément. Bravo Jean-Philippe. Encore une fois, que d'émotions dans ce récit. Mon cher Trambert, vraiment, je vous remercie. Je vous remercie pour l'émotion d'une part, mais je vous remercie d'avoir fait revenir sur la scène médiatique ce grand champion qui aura marqué tant d'enfance, tant d'adolescence, et qui aura, pour vous, comme pour moi, permis de se construire identitairement. Gérard, c'est peut-être aussi votre cas ? Ouais, il y a des petites choses qu'on ne trouve pas forcément ailleurs. Alors là, évidemment, ça ne me rajeunit pas. J'ai ramassé les balles. Moi, j'étais au Racing, le RCP de l'époque, et je ramassais les balles du fameux Reims Racing. Ah là 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 là, encore une anecdote incroyable, Gérard. Une chose est sûre, l'avènement du champion Jean-Philippe Gatien aura donné à de nombreuses personnes l'ambition de réussir dans le sport. Comme ça a pu être le cas pour le champion qui était alors anonyme en 1994, que Régis va nous conter à travers son témoignage. On retrouve Régis en direct du Roux-de-Roux. Parmi mes souvenirs de sport des années 90, il y a un souvenir qui m'est revenu effectivement assez marquant, c'est la première fois que j'ai vu jouer Zidane. Quelque chose de biais. Pourtant c'était un match complètement anodin, a priori. C'était un match d'août 94, alors j'ai retrouvé la date, c'est le 17 août 94, un match amical entre la France et donc la République tchèque au Parc Lescure de Bordeaux, et faisait ses débuts en équipe de France un certain Zinedine Zidane, qui n'était pas titulaire lors de ce match, mais qui est rentré en jeu en seconde période.
On a fait quelque chose de biais. On peut faire quelque chose de grand et on peut faire quelque chose de très grand. Et donc qui a renversé la situation. Mais donc avant de vous parler de ce match, faut remettre un petit peu ce match dans son contexte. C'est une période vraiment très compliquée pour l'équipe de France. Je m'en souviens un petit peu. C'est un de mes premiers grands souvenirs de foot, évidemment. C'est la défaite contre la Bulgarie en 93 lors du dernier match de qualification des Bleus pour la Coupe du Monde aux États-Unis. Kostadinov, c'est la fin pour l'équipe de France, qui hélas n'ira pas aux États-Unis l'été prochain. Faut se souvenir qu'à l'époque, la France, avec un peu toute son arrogance, était un peu sûre d'elle. Il lui restait un point à marquer en 2 matchs contre Israël et contre la Bulgarie pour se qualifier pour la Coupe du Monde 94. Que j'aime pas ça. Oh, que je n'aime pas ça. Oh, Rosenthal. Oh, que je n'aime pas ça. 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 On jouait les arrêts de jeu depuis 2 minutes et 40 secondes. Oh, que je n'aime pas ça. Et elle n'y est pas parvenue, elle a perdu lamentablement ces 2 matchs à chaque fois dans les dernières minutes, avec notamment ce fameux match au Parc des Princes et cette transversale ratée de Ginola. C'est donné à David Ginola, peut centrer. C'est Kremenliev qui va récupérer ce ballon. On est dans les 10 secondes de la fin du temps réglementaire. Penef loin devant. Attention. Attention Kostadinov. Oh, but à 10 secondes. C'est la fin. À 10 secondes à 10 de la secondes, fin. Kostadinov qui m'a... Aïe, quelle catastrophe. 10 secondes de la fin. 10 secondes, c'est le but de Kostadinov. C'est la mise à mort. 10 secondes, même pas en jouet. Et un ballon là-bas sur le coup franc, alors qu'on avait un bon ballon à garder dans le coin. On l'a perdu. Kostadinov qui se rentre dans les 16 mètres. Et sous la transversale, but imparable. Et c'est vrai que ça a été un énorme traumatisme. On sortait déjà de quelques années assez minables, avec notamment l'Euro 92 en Suède et l'échec de l'ère Platini comme sélectionneur. Pourtant, il y avait une belle équipe à cette époque. Il y avait du Amoros, du Fernandez, du Papin, du Boli, du Sauzé, du Canto, du Casoni, les petits jeunes petits Deschamps, et ça n'avait pas fonctionné. Malheureusement, éliminé au premier tour en Suède. Et donc, cette campagne de qualification qui se termine très très mal, et donc gros traumatisme, et donc arrive au poste de sélectionneur, donc après Platini, après Gérard Rouillet, donc qui avait essuyé cet échec de la campagne de qualification, un certain Aimé Jacquet, qui avait pas une méga grosse cote, hein. Je m'en souviens un petit peu. C'est vrai que c'était l'adjoint Douillet. Il était un peu vieillot, un peu campagnard, un peu rustique, avec son accent assez marqué. Et c'est vrai qu'on le prenait pas trop au sérieux. Mais finalement, il a réussi une série de matchs amicaux en 93-94 assez brillants. Alors j'ai regardé, c'était contre l'Italie, ça je m'en souviens un petit peu, contre le Chili, contre l'Australie, contre le Japon, lors d'une tournée au Japon, je crois d'ailleurs. Et donc arrive ce match amical contre la République tchèque au Parc Lescure à Bordeaux le 17 août 94. Et on sent un Jacquet qui tâtonne un peu, mais qui se décide notamment de faire débuter un certain Lilian Thuram. Donc voilà, c'est aussi les débuts de Lilian Thuram, donc match marquant aussi pour ça. Il y a aussi sur le banc, mais va rentrer en jeu, un certain Vicente Lizarazu, alors qu'il a déjà quelques sélections, mais voilà, qui était présent, qui est rentré en jeu. Il y avait Dugarry aussi titulaire, alors Lizarazu, Dugarry, Zidane, ça c'était justement les Bordelais qui jouaient à domicile au Parc Lescure, sur ce terrain qu'ils connaissaient bien. Ils jouaient pour les Girondins à l'époque, les Girondins qui iront en 96, si je ne m'abuse, jusqu'en demi-finale de Coupe d'Europe.
Et donc voilà, donc on est sur une période où Deschamps décidément, où Jacquet tente des trucs. Et il avait tenté, il me semble, une espèce de 5-3-2 ou quelque chose comme ça en première période, ça n'avait pas du tout fonctionné. Et la République tchèque était solide à l'époque, c'était la République tchèque de Nemec, Součopárek, Patrick Berger, Poborski, etc. Avait marqué 2 buts en première période, en fin de première période. Alors j'ai retrouvé des buts de Skouravi et de Smeškal, alors je m'en souvenais pas du tout de ces joueurs-là. Mais donc voilà, des buts encaissés par Bernard Lama. Et donc 0-2 dans un parc Lescure assez vide, assez tristoun, ça siffle à la mi-temps, 0-2, bon ça marche pas. Et donc il arrive à l'heure de jeu l'idée de faire entrer le jeune Zidane. Et le début certainement d'une très belle aventure pour Zinedine Zidane, l'un des chouchous du parc Lescure. Et à n'en pas douter, un joueur de grand avenir. Et ça va s'avérer payant parce que Zidane, il va non seulement réduire le score, donc à la 85e, donc lancé par Laurent Blanc, je viens de retrouver les images, il nous fait un bon passement de jambes des familles et il élimine deux joueurs tchèques et d'un externe pied gauche, il balance une espèce de bizarre frappe flottante qui fait petit filet, qui fait ficelle dans les buts gardés par le gardien tchèque, je ne me souviens pas de son nom. Et donc ça fait 1-2, 85e, et donc là on se prend à rêver, tout est relatif, c'est un match du mois d'août, un match amical, voilà, mais on se dit tiens, il y a peut-être quelque chose qui se passe, et effectivement 2 minutes plus tard, sur un corner de Jocelyn Angloma, et il y a notre bon Zidane qui double la mise donc pour ses débuts, qui marque sur corner au premier poteau, et d'une tête évidemment, et qui ne sera pas sans rappeler une certaine finale de Coupe du Monde quelques 4 ans après, un peu moins de 4 ans après, face au Brésil. Mais donc c'est un match vraiment fondateur pour moi, ce match contre la République tchèque, parce que on voit que c'est les débuts de Zidane, c'est les débuts de Thuram, c'est les débuts d'une équipe dont on sent que Jacquet est en train de prendre en main cette équipe, et il va petit à petit écarter les vieux de la vieille, que sont les Cantona, les Papin, les Ginola, qui tous les trois, si je ne m'abuse, arrêtent en équipe de France au cours de l'année 95. Une année 95 qui sera marquée par la campagne de qualification pour l'Euro 96, et notamment le 10-0 contre l'Azerbaïdjan, mais aussi plein de 0-0. Mais donc une qualification qui sera assurée. Donc après l'échec de 94, la France retrouvera une compétition internationale qui finira d'ailleurs jusqu'en demi-finale, battue au tir au but après un 0-0 d'ailleurs, par une certaine République tchèque. Donc voilà, il y a plein de symboles à ce moment-là. Une équipe qui a du mal à se trouver offensivement, qui fait plein de 0-0, mais qui va quand même jusqu'en demi-finale, alors battue par une grande République tchèque de l'époque, après déjà avoir fait un 0-0 contre les Pays-Bas, dans un Euro assez épique, avec c'est la pleine époque de Gascogne, et des maillots de l'équipe de France avec une espèce de petite ficelle, là, je sais pas si vous vous souvenez, au niveau du col, enfin voilà. Et donc c'est l'ère de Jacquet qui commence, et donc qui ira jusque ce qu'on sait, la Coupe du Monde 98, et 1-2 et 1 et 2 et 3-0, et puis la grosse stuff, et la France Black Blamber, etc. Donc voilà. Juste pour compléter, je souhaitais rajouter 2-3 petits éléments permettant peut-être de mettre en perspective ce match France-République tchèque et ses débuts en équipe de France de Zinedine Zidane. C'est vrai que pourquoi ça a été marquant pour moi, pourquoi ça a été marquant surtout pour l'histoire des Bleus. À titre personnel, c'est vrai que c'est un souvenir marquant, parce que Zidane reste à ce jour peut-être le plus beau joueur qu'il m'a été donné de voir, et donc il nous a apporté ce qu'on sait, la Coupe du Monde en 98, suivi de l'Euro 2000, et jusque son coup de tête en 2006. Voilà, ça a été toutes les années
où j'ai le plus suivi le football, et c'est vrai qu'on sent tout de suite dès ce premier but en équipe de France contre la République tchèque en août 94 que il y a un talent incroyable, une fluidité, le passement de jambes, voilà, ça respire la classe, et donc voilà, ça m'avait beaucoup marqué. Et au niveau forcément de l'équipe de France, voilà, c'est la naissance d'un grand, et vraiment des années charnières en fait pour l'équipe de France, pour un Jacquet qui a été contesté quasiment jusqu'à la finale contre le Brésil le 12 juillet 98. Notamment le quotidien L'équipe ne l'avait vraiment pas épargné. Je pense le prenait un peu de haut. Voilà, c'était un peu Jacquet le bouseux, qui avait un style qui prenait un style pas forcément très flamboyant, et surtout Crime de lèse-majesté qui avait mis de côté voilà, les gros darons de l'époque qui étaient Papin, Cantona et Ginola, et ça avait été très mal accepté par les trois joueurs, surtout par Cantona et Ginola, qui étaient partis s'exiler en Angleterre. Oh, what's going on here? Cantona's getting involved with some supporters. Oh, this is outrageous. Mais aussi par une bonne partie de l'opinion publique et des journalistes sportifs. Et c'est vrai que on voit qu'on est sur vraiment des périodes charnières, ces années 94-95, donc où les trois là partent, et 96 où j'ai regardé, on est sur une équipe de France avec seulement 4 joueurs qui évoluent hors du championnat de France à l'époque. Et cet été-là, c'est non seulement l'Euro 96, mais c'est aussi le début de la mise en application de l'arrêt Bosman. Et cette même équipe de France, 2 ans plus tard, donc pour la Coupe du Monde 98 qu'elle gagnera, il y aura 12 des 22 joueurs de l'équipe vainqueur à la Coupe du Monde 98 qui évoluent à ce moment-là à l'étranger, dans les championnats étrangers, donc en Italie, qui a été d'abord le premier championnat d'exil de Deschamps, de Sailly, de Angouloma, je crois à l'époque. Il y avait Carambeu aussi à la Sampdoria. Angloma à Torino, je crois. Donc voilà, donc c'est vraiment des années charnières pour l'équipe de France, des années charnières pour le football en général. On sent qu'on est sur une période un peu révolutionnaire et de mondialisation du foot, et le foot a basculé à ce moment-là, et voilà, on retrouve ce France-République tchèque là au cœur de ces années-là, et voilà. Ah là là, quelle tristesse, une plaie encore béante. Mais bon, c'est aussi ça l'histoire du sport français. D'ailleurs Gérard, pour ou contre Zinedine Zidane? Contre. Ouais, nul. Je joue 6, moi je joue milieu défensif, un peu à la Deschamps. Ok Gérard, merci pour cette intervention. Trambert, je vous laisse poursuivre. Vous l'avez bien compris, l'histoire de France, c'est pas le Mondial 94. Non. Le Mondial 94, c'est ce que David va nous raconter maintenant. Salut, moi c'est David et je suis là pour vous parler d'un de mes premiers souvenirs sportifs des années 90. Et c'était la Coupe du Monde 1994 aux États-Unis. Bon, pas en tant que joueur, c'est con, mais l'équipe de France n'était pas qualifiée, perdu contre la Bulgarie. Et puis après tout, j'avais quand même 9 ans, donc j'aurais été un peu limite quand même, j'avoue. C'est pas parce que j'étais le meilleur buteur de la cour de récré de mon école primaire que j'avais mes chances, on va dire. Non, quand t'es gamin, que tu suis le foot, à l'époque, tu suis la Division 1, Ginola, la grande époque OM, PSG. Bon, moi j'étais supporter de Lyon à l'époque, c'était coup-ci coup-ça, on va dire, quoi. Alors, quand tu vois en un mois un événement où tu suis avec ton père, la Coupe du Monde, la petite musique avec la vidéo, le logo de la Coupe du Monde, tous les sponsors en gros, là, les Coca-Cola, JVC, Sneakers, c'est quand même autre chose. Sport de 3 avec SFR et Corona vous donne rendez-vous. Coupe du monde de football. Quart de finale sur France 3 en direct de San Francisco, Roumanie, Suède.
Après la fête, retour aux choses sérieuses pour Hadji et ses hommes. La vitesse en contre des Roumains va se heurter à une équipe suédoise qui ne craint plus personne. Solide, organisée, invaincue, la Suède se voit déjà en demi-finale. Comme la Roumanie s'y verrait bien aussi, il y a un problème. Dimanche 21h, Roumanie-Suède en quart de finale, le mondial en direct sur France 3. Sinon, quand on se souvient un peu les noms des joueurs qui avaient participé, c'était quand même quelque chose. La Grande Italie, il y avait les Baresi, Albertini, Baggio, les Brésiliens bien sûr, les Dunga, Romario, il y avait les Bergkamp, en Allemagne, Klinsmann, Matthaus. J'aimais bien aussi le buteur de la Suède, Larsson. Et puis après, il y avait les buteurs de l'Est, Balakov, et bien sûr, Hiro Stoïkov, quand même le meilleur buteur de la Coupe du Monde 94, et l'équipe de Bulgarie qui avait quand même été éliminée en barrage de qualification à l'équipe de France. Ça, c'était des sacrés joueurs. Vous êtes durs les gars, c'est pas facile de se rappeler de tout, hein, mais si, je pense que mon premier souvenir de la Coupe du Monde en elle-même, c'est Roger Mila. Roger Mila, plus vieux buteur de la Coupe du Monde, 42 ans, il avait l'âge de mon père ou quelque chose comme ça. Et waouh, impressionnant quoi. En plus, il avait marqué un super but, et après sa petite danse là, le long du poteau de corner, ça je pense que c'était mon premier souvenir. Et c'est pour ça d'ailleurs que j'avais supporté le Cameroun au départ. Et là, boum, ils sont éliminés dès les poules. Nul. Du coup, je m'étais dit, bon, si je peux plus supporter le Cameroun, il faut quand même que je trouve une équipe à supporter. Bon, j'habitais près de la frontière suisse. Allez, les Suisses. Et là, les Suisses, 8e de finale. Bim, ils en prennent 3. Eh ben bravo David, tiens, t'es pas mal en tant que supporter. Du coup, j'hésitais. Il me restait 2 équipes que j'avais envie de supporter. C'était l'Italie et le Brésil. Alors l'Italie, c'était Roberto Baggio, sa petite queue de rat, numéro 10. Et puis le Brésil, c'était les fameux Romario, Bebeto, Rai qui jouait au PSG en plus. Allez, j'ai choisi le Brésil. En plus, petite danse de Bebeto là, qui annonce la naissance de son bébé. On a fait ça pendant des mois et des mois après cours de récré comme des cons. And offside, everybody stopped, and this is Bebeto. And that's the second goal. The Dutch can't believe it. Everyone stopped on the field for a moment. It's Samba time at the Cotton Bowl. The Dutch still can't believe it, and the referee is slowly making his way over to talk to the linesman. Bien on a pris quand même, parce que les 2 équipes étaient en finale, et au final, c'est quand même le Brésil qui a gagné. Et j'étais fier quand même, hein. J'avais choisi le bon cheval. Je suis content parce que ce matin, j'ai eu le quintet dans le désordre. J'ai pris 98 francs, cash. On est content pour vous. Après, il y a un autre événement qui m'a marqué, mais pas dans le bon sens. Ces fameux événements de la Colombie. La Colombie, le foot est super important là-bas, et ils perdent leur premier match de poule. Et en fait, ils ont un match décisif, je sais plus contre qui c'est. Et là, il y a le défenseur de la Colombie qui s'appelle Escobar qui marque contre son camp. Bon, Colombie éliminée dans les poules. Bon, c'est comme ça. Moi, Colombie, je la suivais pas plus que ça. Mais quelques jours après, on apprend l'assassinat d'Escobar à Medellín, en Colombie. Et là t'es gamin, t'as 9 ans, pour toi le foot c'est un jeu quoi, et tu dis mais tu comprends pas en fait, j'avais pas compris pourquoi les gens ils font ça, et pourquoi ça s'est passé. Et ça c'est quelque chose qui m'a fait bizarre en tant que gamin, tu vois. Bon, je peux pas vous parler de la Coupe du Monde 94 si je vous parle pas de la finale. La finale hyper tendue, tu sens tous les joueurs qui ont du mal à se lâcher. D'ailleurs je crois que c'est la première Coupe du Monde qui se finit au tir au but. Un vieux 0-0, forcément il y avait les Italiens de toute façon. Et du coup, tir au but. C'en est terminé pour la première fois de l'histoire de la Coupe du Monde. On va se départager au tir au but. Les 2 gardiens y vont bras dessous. Taffarel et Gianluca Pagliuca. Et là, les 2 premiers tireurs qui arrivent, ils se loupent. Franco Baresi, il se rate sur son premier penalty pour la série de penalty de la Coupe du Monde. Et là, t'as le 2e tireur italien, il se loupe aussi. Les Brésiliens marquent, je crois que c'est Dunga.
Et t'arrives à Roberto Baggio, il a pas le choix, faut qu'il marque. Il te prend un élan, il recule, t'as l'impression qu'il va aller jusqu'au cage de l'autre côté. Et forcément, il la met dessus. Salut Franco. Faut pas pleurer, tu sais. Des pénaltys ratés, il y en a eu d'autres. Même Platini un jour est passé à côté, on lui a pardonné. Faut pas pleurer Franco, faut pas pleurer. Salut Romario de Sousa Faria. Faut pas pleurer, tu sais. Tu as gagné. Regarde plutôt Giancuca, Romario. Regarde comme il est triste, le gardien italien. Et comme est triste aussi Roberto. Il l'a vraiment raté son pénalty, Roberto. Et c'est à cause de ça que l'Italie a perdu. Regarde, Romario. Regarde la joie des tiens et celle de l'ancien. Vous, les Brésiliens, vous deviez gagner, même si ce genre de finale est dur. Et là, c'est la folie, quoi. T'as tout le monde qui court sur le terrain. Et les Brésiliens, ils sont fous. Ils sautent dans les bras. Ils font la danse de Roberto, de Bebeto. Ouais, ça donne envie d'y être, quoi. Ça donne envie de vivre ça. Et c'est un prémisse de ce qu'on a envie de vivre en 98, quoi. C'est génial. C'est génial, tout simplement. Salut les officiels. Qu'est-ce que c'est que cet air triste devant les vaincus? C'est du football, que diable. Heureusement que pour les vainqueurs, l'ambiance était meilleure. Salut la France. Regardez-la bien cette coupe, car dans 4 ans elle sera chez nous. Il faudra juste la conserver, la garder. Et va savoir Charles, allez savoir Platoche, Aimé et les autres, des fois que cette fois, la roue tournerait dans le bon sens. Encore une fois, des émotions à tous les étages avec cette Coupe du Monde 94. Et j'en profite pour poser une question à Gérard. Pour ou contre la Coupe du Monde aux États-Unis? C'est vrai que l'histoire d'un barbecue sur un bateau, ça c'était possible à l'époque. Et on enchaîne, puisqu'on parle de Coupe du Monde, avec... Pardon, mon cher Pic, mais il va être l'heure de rendre l'antenne. En effet, la production nous a accordé un simple créneau d'1 heure. Oui, et vous avez bien raison, mon cher Trambert, de me couper, car je pourrais parler de sport, vous le savez très bien, comme vous, pendant des heures. Et il me semble que nous avons déjà dépassé le créneau autorisé par la production. On essayera de gérer 1h30 pour la prochaine fois, car vous avez encore beaucoup d'anecdotes à nous raconter. En tout cas, mon cher Pic, mon cher Gérard, j'étais ravi d'animer cette édition de Stade 3 à vos côtés. C'est un réel plaisir. Et comme vous vous en doutez, mon cher Trambert, le plaisir est évidemment partagé par moi-même, mais aussi par nos auditeurs, évidemment. Peut-être devrions-nous laisser le mot de la fin à notre intervenant spécial, si spécial du jour, Monsieur Gérard Holtz. Voulez-vous bien conclure pour nous cette émission de Stade 3 ? Merci beaucoup. Merci à tous de nous avoir écoutés et à très bientôt. C'est 3 pères de famille qui sont autour d'une table. Il y a un dauphin qui est là, qui dit « Moi, je nage bien, ma femme nage bien, mes enfants nagent bien. » C'est bon là, Gérard. Je disais, on n'a pas le temps, on n'a vraiment pas le temps là. Silence, s'il vous plaît, merci. Stade 3. Stade 3, le meilleur du sport, spécial années 90. L'équipe de France est championne du monde. Présenté par Pic et Trambert. Je vous souhaite une belle soirée et vive le sport. Sur Radio Covid du Faille.